Les titres de cette édition d'information, Casimir Oyemba appelle les Gabonais à se parler pour une sortie de crise dans notre pays. Le numéro 2 de l'Union nationale préconise de synthétiser les travaux du dialogue de Jean-Ping avec ceux d'Ali Bongo dont le rapport final a été remis aujourd'hui. 31 réalisations, c'est le total des buts inscrits cette saison 2016-2017 en championnat par le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang qui fait honneur à son club Borussia Dortmund et la fierté du Gabon tout entier. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Célébration de la journée africaine par les diplomates accrédités au Gabon. Une célébration hier sous les auspices du reboisement, mais une action semble-t-il limitée que les diplomates auraient dû étendre en aidant plutôt au reboisement de la forêt gabonaise. Suivant ce reportage de Arnaud Mbabekoum. À l'occasion de la Journée de l'Afrique instituée par les pères fondateurs de l'Union africaine, célébrée hier dans la capitale gabonaise, les diplomates accrédités au Gabon ont réquisitionné un espace communal pour en faire un jardin public et ont planté des arbres pour ainsi manifester leur attachement à la protection, voire à la sauvegarde de l'environnement. Un geste somme toute louable mais insignifiant au regard même du besoin en la matière, marqué par une surexploitation de la forêt gabonaise depuis les années d'avant l'indépendance du pays jusqu'à ce jour. Au cœur du deuxième massif forestier du monde après l'Amazonie, la forêt gabonaise s'amenuise au fil du temps. Ses essences, le koumé, l'ozigo, le kevazigo, etc. sont pour des besoins industriels recherchés et très prisés dans le reste de l'Afrique et du monde. La satisfaction de ce marché entraîne donc la surexploitation longtemps décriée. L'urgence est aujourd'hui de procéder systématiquement au reboisement de notre forêt et il faut pour cela l'appui intérieur et extérieur. Extérieur, il proviendrait soit des institutions financières mondiales ou des partenaires privés, le cas d'espèce des diplomates accrédités dans notre pays. Au lieu de réquisitionner un espace public à Libreville, ils auraient dû à la place aller vers les zones activement surexploitées à travers le territoire national et reboiser pour marquer leur solidarité à la survie de notre écosystème chaque jour menacé par la mécanisation de l'industrialisation de la filière bois. L'amour ou l'attachement de ces diplomates à la protection de l'environnement aurait un sens s'ils portaient à cet intérêt. Dans notre pays, les grèves qui secouent de nombreux secteurs de l'administration publique et privée sont généralement engagées par des syndicats ou autres confédérations syndicales, d'où l'intérêt de relever la nuance entre ces groupements de personnes qui veulent défendre les intérêts communs. Suivant ce reportage de Raïssa Kerian Ondo de Mediaplus. Syndicats, fédérations et confédérations syndicales. Des termes souvent utilisés dans le secteur de l'emploi et bien connus par les professionnels, mais qui prêtent à confusion pour nombreux compatriotes qui semblent ne pas comprendre la nuance qui peut exister entre ces différentes appellations. Aussi, à titre pédagogique, soucieux de faire le distinguo et bien connaître leur mission, un leader syndical s'est prêté à nos questions. La loi a prévu la création des syndicats sectoriels. Que sont les syndicats sectoriels? Les syndicats sectoriels sont un regroupement de personnes qui exercent la même profession. Une profession similaire, qui ont le droit de s'ériger en syndicat pour défendre uniquement leurs intérêts dans le cadre de leur secteur d'activité. Bien qu'ayant les mêmes objectifs, la fédération syndicale, quant à elle, a pour mission première le rassemblement des syndicats. Dans le secteur, par exemple, des transports urbains, il peut avoir, par exemple, 5 syndicats de ce secteur d'activité-là, qui ne défendent que les intérêts de ces transporteurs. Ils fédèrent pour faire ce qu'on appelle une fédération. La fédération, ce sont les syndicats du même secteur qui fédèrent pour faire un. Mais dans cette fédération, il y en a plusieurs, chacun a sa politique, chacun a son règlement intérieur, ainsi de suite. Un spectre d'action plus élargi, une bonne visibilité sur le champ visuel national et même international pour ce qui est de la fédération syndicale. Une confédération, c'est
le regroupement de l'ensemble des syndicats de plusieurs secteurs d'activité qui se regroupent pour créer, mettre en place ce qu'on appelle la confédération. Elle a l'emprise dans les 9 provinces. Or, il est difficile de voir un syndicat sectoriel exister dans les 9 provinces. Il est difficile parce que les conventions collectives sectorielles dans notre pays ne sont pas diversifiées. La confédération, elle peut se retrouver à Franceville parce qu'elle défendra les intérêts même des agents, par exemple de SUCAF. Si la défense, la préservation et l'intégrité du travailleur, ainsi que le respect de ses droits légaux, constituent le fondement de la charte de ces entités, le combat reste acharné et le chemin encore très long. On s'achemine inéluctablement vers la fin de l'année scolaire 2016-2017. Les élèves de certaines classes vont devoir affronter les examens qui permettront de vérifier leurs connaissances et voir s'ils peuvent passer en classe supérieure. Quels sont les aspects liés aux préparatifs de ces examens? C'est le reportage de Extranel Ovonondon de Média Plus. L'année scolaire 2016-2017 tire quasiment à sa fin, vu que certains établissements secondaires ont déjà bouclé les notes du deuxième trimestre et entamé le dernier virage. En pareille période, il est donc nécessaire que l'on examine quelques aspects liés aux préparatifs des examens et concours officiels qui pointent à l'horizon. Parmi ces aspects, il y a le dépôt des dossiers de candidature aux examens brevets d'études du premier cycle et baccalauréat exigeant une certaine procédure. Pour ce qui est des candidats libres scolarisés, notamment issus des lycées et collèges privés de la ville de Port-Gentil, les recommandations semblent avoir été respectées telles que prévues. Nous avons un service spécialisé pour les inscriptions. Donc, il y a des conditions à remplir pour prendre ces inscriptions dans des classes d'examen. Donc, l'élève doit présenter l'acte de naissance légalisé, les bulletins de passage des classes et on exige aussi quelques éléments du dossier dès le début. Les dossiers, on les constitue ici à l'école. Maintenant, lorsque le dossier est complet, nous prenons les dossiers, nous les apportons et nous les déposons à l'ADA. En attendant l'arrivée de la commission de validation qui vient de Libreville. Au lycée et collège Sainte-Marie, les procédures auront été suivies sans faute, réaffirme son directeur des études. Nous avons débuté depuis janvier par les enrôlements. Donc après les enrôlements, les dossiers ont été acheminés au niveau de la DAP et validés pour ceux qui avaient tous les éléments qui constituent le dossier aux examens. Bien, après cette étape, on nous a envoyé les pré-registres. Donc, s'il y avait des corrections à faire et tout, ça, cette étape aussi est déjà terminée. Et maintenant, en ce moment, nous sommes au niveau de l'EPS, parce que les dates sont déjà connues. En ce qui concerne le BPC, c'est à partir du 15 mai. Contrairement aux candidats libres scolarisés à jour, les retardataires, eux, sont appelés à remplir leurs formalités avec les pénalités exigées par les autorités compétentes, d'où ils sont enregistrés comme candidats libres. Soulignons tout de même que pour ce qui est du BEPC, les frais de dossier se lèveraient à 20 000 francs pour les nationaux et 30 000 francs pour les étrangers. Quant au bac, on parle de 40 et 50 000 francs selon les critères relevés précédemment. Dresser l'état de notre système éducatif depuis plus d'une dizaine d'années et apporter des solutions concrètes pour une sortie définitive de crise, c'est le but visé par des inspecteurs et conseillers pédagogiques réunis récemment à la Chambre de commerce du Gabon à la faveur d'une conférence de presse en présence de Pierre Parfait Mbadinkoum. Plusieurs inspecteurs et conseillers pédagogiques du premier degré réunis autour de Jean-Bruno Mondiki, enseignant en France. La rencontre organisée à la Chambre de commerce du Gabon visait à échanger sur la crise multiforme
dans le domaine de l'éducation nationale et d'y apporter des pistes de solutions. L'éducation nationale qu'il y a eu depuis environ 20 ans, nous ne pouvons plus durer comme ça là. Voilà pourquoi nous avons lancé l'idée d'une république éducative scolaire et universitaire, c'est-à-dire qu'il fallait que le chef de l'État, avec son équipe, après ce dialogue national, nous les sollicitons pour mettre un plan d'urgence éducation, c'est-à-dire que choisir des priorités essentielles et s'y tenir. Parce que le mythe des grandes réformes ne peut plus correspondre à l'état actuel de notre système éducatif. Beaucoup de jeunes enfants aujourd'hui ne peuvent plus croire et n'ont plus confiance encore dans la République à cause bien sûr de l'inadéquation entre les propositions que nous faisons et les réalités sociologiques du terrain. L'engagement pris par le chef de l'État aujourd'hui obéit, si on le veut bien, à des règles précises dans l'administration collective. C'est-à-dire la décentralisation, confier à chaque établissement et à chaque corps la possibilité de pouvoir créer, de pouvoir diriger, de pouvoir gérer. Et après, les autres pouvoirs publics, par exemple, la Cour des comptes passe derrière pour vérifier si la faisabilité des moyens mis correspond aux réalisations qui sont faites. Et après, les sanctions s'en suivent. Parce qu'aucun projet politique viable ne peut se faire sans une éducation forte et un système éducatif qui correspond à l'heure de ce 21e siècle. Bon, maintenant, elles sont multiformes. Il y a des actions scientifiques en tant que chercheurs en sciences et éducation. Il y a des actions politiques en tant que militants dans un parti politique. Il y a des actions associatives qu'il faut mener avec mes autres collègues inspecteurs dont j'apprécie ici leur présence. Et avec les parents d'élèves, naturellement. Il faut bouger, il faut apporter davantage, beaucoup plus de dynamisme au sein des équipes administratives et des équipes dirigeantes de notre ministère. Soulignant le rôle de l'école dans la construction des nations, rappelant la constitutionnalité du droit à l'éducation, Jean-Bruno Mondiki interpelle le chef de l'État Ali Bongo pour une véritable prospection dans le secteur, à l'issue, évidemment, du dialogue politique. Au terme du dialogue politique entamé depuis le 12 avril dernier à Ongonje, Casimir Oyemba, le vice-président de l'Union nationale, a relevé la situation catastrophique dans laquelle se trouve notre pays et appelé les Gabonais à se ressaisir avant le pire. C'était au cours d'une déclaration aujourd'hui à la Chambre de commerce du Gabon en présence de Pierre Parfait Mbadinkou. Une sortie aussi applaudie que médiatisée, celle de Casimir Oyemba, l'un des fondateurs et leaders de l'Union nationale. Au cours d'une déclaration faite à la Chambre de commerce du Gabon, l'homme politique, qui reconnaît la victoire de Jean Ping au détriment d'Ali Bongo, a dressé un tableau plutôt sombre de la situation socio-politique et économique de notre pays. Il est au palais. Le Gabon est bloqué et les Gabonais avec lui. Y a-t-il un Gabonais sérieux à penser que le Gabon va bien aujourd'hui? J'en doute. Nous voyons, nous sentons tous que notre pays ne va pas bien. Certes, le traumatisme des présidentielles n'est pas la seule cause de la situation. La baisse des revenus tirés du pétrole, les restrictions financières qui en découlent, l'étroitesse de la base économique du pays, les errements et les approximations de la gouvernance générale, tout cela contribue à plomber le Gabon. L'activité économique s'est alanguie. Voyant leurs activités baisser ou attendant des règlements de l'État qui ne viennent pas, les entreprises licencient une partie de leur personnel ou ferment, tout simplement. Les milieux d'affaires se sont calfeutrés dans un attentisme frileux et laissent dans les tiroirs leurs projets d'investissement. Des grèves éclatent un peu partout, dans les administrations, les hôpitaux, les écoles, le secteur privé. Une morosité générale règne sur le pays. L'amertume, la cyprose gagne le cœur avec toutes les conséquences au plan de la délinquance, au plan... Face à l'urgence de cette situation, Casimir Oyemba, en tant qu'acteur politique, a appelé tous les Gabonais à faire quelque chose pour éloigner le pays du danger qui le menace. Ce que
je tiens à faire ressortir, c'est que la situation du pays est urgente. De sérieux dangers nous menacent. N'attendons pas trop pour réagir. Casimir Oyemba a posé le dialogue comme condition sine qua non. Il faut se parler et accepter l'accompagnement de la communauté internationale en qualité de facilitateur, a-t-il martelé durant près d'une heure. Sa déclaration intervient à l'issue du dialogue politique entamé le 12 avril dernier et dont le rapport final a été remis aujourd'hui au chef de l'État Ali Bongo. Favorable au dialogue de Jean-Ping, le vice-président de l'Union nationale préconise que les pourparlers organisés par l'opposant et ceux d'Ali Bongo soient synthétisés à terme pour l'intérêt de la nation. On vient de le voir au terme du dialogue politique dont le rapport final a été remis aujourd'hui au chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Le numéro 2 de l'Union nationale Casimir Oyemba a préconisé que les pourparlers organisés par les deux protagonistes, à savoir Jean-Ping et Ali Bongo Ondimba, soient synthétisés. Écoutons-le, ses propos ont été recueillis par Pierre Parfait Mbadinkoum. Mais disons-le aussi, à l'évidence, ils interpellent d'abord et surtout M. Ali Bongo et M. Jean-Ping. Ce sont en effet les deux principaux protagonistes de la crise actuelle. Ils le sont parce que Jean-Ping a été élu pour diriger le pays et que Ali Bongo Ondimba s'est emparé du pouvoir et il l'exerce. Il s'agit d'une crise politique gravissime à laquelle il faut trouver aussi une réponse politique. Les Gabonais regardent Ali et Ping. C'est à eux de donner le là. C'est à eux de prononcer les mots, de faire les gestes, de poser les actes qui enclencheront dans les esprits le processus de l'apaisement et de la sortie de crise. Ils doivent, pour cela, fermer leurs oreilles aux incitations de leurs faucons respectifs. Ils doivent regarder seulement l'intérêt national. Ils doivent dépasser leur propre personne pour s'élever et se hisser au niveau des exigences du moment. Ils doivent, l'un et l'autre, faire sur eux-mêmes des sacrifices, je dis bien des sacrifices, pour sortir le Gabon de l'impasse. Je ne me lasserai pas de le dire. Il faut se parler. Les Gabonais doivent se parler. Il s'agit de notre pays. C'est à nous d'inventer ensemble les solutions à nos problèmes, de trouver et de défricher les pistes de sortie de crise. C'est à nous aussi de concevoir, de convenir du cadre et des modalités de nos échanges. Nous devons montrer que nous sommes majeurs. Je ne pense pas qu'il faille s'en remettre à dos, charger par exemple la communauté internationale d'inventer des solutions à notre place. Je ne suis d'ailleurs pas sûr qu'ils y soient disposés, car ce n'est pas leur rôle. En revanche, je suis sûr que la communauté internationale est prête à nous accompagner, à jouer le rôle de facilitateur, de médiateur, en quelque sorte. Nous devons leur demander. Ils ne pourront pas s'y refuser.
Les rapports interdits entre père et fille, mère et fils, frères et sœurs s'accroît considérablement dans la société gabonaise, ce qui n'était pas le cas dans un passé récent, une dépravation des mœurs qui ne dit pas son nom mais qui aurait plusieurs origines. Suivant ce reportage de Inès Ngungamombo sur les images de Fleury à Siondo. La dépravation des mœurs prend des proportions inquiétantes dans le pays avec les relations interdites, telles que père et fille, mère et fils, beau-père et fille. Même si ces cas existent depuis l'époque de Mathusalem, ils étaient quand même bien camouflés, tandis qu'aujourd'hui, elles sont visibles. Les faits sont dénoncés dans les journaux, d'où la question de savoir qu'est-ce qui peut être à l'origine de cet état de fait. D'aucuns estiment que le plus souvent, ce sont les plus jeunes qui s'exposent premièrement par leur style vestimentaire, qui laissent entrevoir les parties les plus sensibles de leur corps. D'autres font les appels de balles pour emprunter le jargon footballistique, pour attirer l'attention du beau-père par exemple, sachant qu'elle aussi est à mesure de donner à un homme ce qu'il désire sur le plan sexuel. Si le comportement de la jeune fille est à proscrire, il n'en demeure pas moins que certains adultes ont les rapports interdits à des fins fétichistes, une façon de faire condamnée avec la dernière énergie. Il serait temps que l'on revienne à nos valeurs culturelles et que les uns et les autres comprennent que les rapports interdits sont à bannir et ne pas se laisser dominer par la tentation allant dans ce sens. À Libreville et à l'intérieur du pays, les tresses Made in Africa semblent avoir été délaissées au profit des coiffures occidentales jugées plus modernes. Reportage Hicham Abesolo, Mosconi Ngonba. Tissage, mèches, perruques, voici plus ou moins la tendance chez la gente féminine qui, de plus en plus, a du mal à porter des coiffures 100% africaines pour se mettre en valeur. J'estime que la femme africaine perd un peu de sa valeur en quelque sorte. On ne peut plus prendre la peine de se faire tresser par nos mamans avec des tresses filles. On peut même le tissage qui coûte les 100 000, les tissages, comment dirais-je, brésiliennes et tout, voilà. Il y a aussi la mèche. Aujourd'hui, sur 10 femmes, un échantillon de 10 femmes, à peine une qui se fait tresser aux filles, la plupart du temps c'est la mèche, ce sont les tissages. De même, certaines femmes remettraient aussi en cause le fait de la longue durée de réalisation de certains modèles et le mal de tête souvent enregistré chez celles-ci. Et pour d'autres, elles ne sont tout simplement plus à la mode. En somme, la problématique de la culture africaine quant à sa mise en valeur reste posée, car il est encore malheureusement constaté que ce qui vient de l'Occident est toujours meilleur, quand bien même ce n'est pas souvent le cas. Le gendre du président américain fait partie des personnes sous le coup de l'enquête du FBI concernant l'ingérence russe dans la présidentielle, ont rapporté les médias américains jeudi soir. Après plusieurs proches de Donald Trump, c'est au tour de Jared Kushner, son gendre et proche conseiller, d'être dans le collimateur des enquêteurs.
Cette fois-ci, c'est le FBI qui s'intéresse notamment à une série de réunions et à la nature de ses contacts avec Moscou dans le cadre de l'enquête sur des soupçons de coordination entre le camp Trump et la Russie pendant la campagne américaine. Considéré comme un intermédiaire central de Donald Trump en matière de politique étrangère, Jared Kushner pourrait détenir des informations importantes. Après l'élection de son beau-père, il avait notamment rencontré plusieurs personnalités russes. Mais pas de quoi être suspecté d'avoir commis un délit cependant, précise une chaîne américaine. Par la voie d'un communiqué, l'un des avocats de Jared Kushner affirme que son client était prêt à coopérer. Monsieur Kushner s'est volontairement proposé de partager avec le Congrès ce qu'il sait de ces rencontres. Il en fera de même s'il est contacté pour toute autre enquête. L'enquête a déclenché une tempête politique et médiatique à Washington et a pris de l'ampleur avec la nomination du procureur spécial Robert Mueller pour mener les investigations, mais surtout après le limogeage de James Comey, alors à la tête du FBI par Donald Trump. Depuis le début de cette affaire qui empoisonne sa présidence, Donald Trump nie tout lien avec Moscou et qualifie cette enquête de chasse aux sorcières. Après avoir reçu une pluie de critiques, le président brésilien a fait marche arrière jeudi et retiré l'armée de la capitale. Il l'avait déployée la veille contre les manifestants. Presse internationale. Brasilia s'est réveillé jeudi matin avec des soldats postés devant les ministères. Plusieurs portent les traces des violences de la veille. Pour beaucoup de Brésiliens qui ont vécu la dictature militaire, ce déploiement de l'armée pour restaurer l'ordre a une connotation toute particulière. Fragilisé par un scandale de corruption et risquant à tout moment de perdre le soutien de membres de sa coalition pour se maintenir au pouvoir, Michel Temer a renvoyé les militaires dans leur caserne, moins de 24 heures après la publication du décret. Le président Michel Temer, considérant que l'ordre, la tranquillité, le respect de la vie et du patrimoine public ont été restaurés, a décrété la suspension de l'opération de maintien de la loi et de l'ordre. Quelques minutes après cette décision, les militaires ont évacué les lieux. La veille, en marge d'une grande manifestation réclamant le départ du président, des casseurs ont semé le chaos sur l'esplanade des ministères. En tout, 8 ont été vandalisés, ainsi que la cathédrale. Des violences condamnées par les Brésiliens. J'approuve l'acte de manifester. J'ai trouvé que c'était absurde des deux côtés. Je trouve que la police militaire a aussi commis une grave erreur en visant les manifestants. Depuis le 18 mai, le président Michel Temer est visé par une enquête pour corruption, organisation criminelle et obstruction au travail de la justice. Un an après Dilma Rousseff, il risque à son tour la destitution. La manifestation de mercredi a réuni 35 000 personnes. C'est le premier grand rassemblement réclamant son départ. Comme annoncé il y a quelques jours, l'Association nationale des footballeurs professionnels gabonais a lancé ce matin l'ouverture de la journée porte ouverte. Les détails avec Yasser Nicolandong et Bertrand Kounileka. Édifier l'athlète et le sportif en général sur la préparation de la reconversion après sa carrière sportive, c'est à cet effet que l'ANFPG, l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon, organise une journée porte ouverte du 26 au 27 mai avec pour thème principal reconversion des sportifs professionnels. Objectif, mobiliser les acteurs du mouvement sportif de toutes disciplines confondues pratiquées sur le territoire national ainsi que les entreprises autour de la problématique de la reconversion du sportif gabonais. Et on est venu ici donc avec une conviction, des outils pour pouvoir donc initier donc des choses au niveau de la reconversion, parce que quoi de plus beau qu'un sportif qui se reconvertisse en quoi? Qui se reconvertisse en chef d'entreprise, pourquoi pas, ou qui se reconvertisse en salarié. L'essentiel c'est d'être heureux. À quoi ça sert de faire du foot, du basket ou du hand si c'est pour pas être heureux, pour qu'il n'y ait pas de suite? Donc, depuis le départ, il faut considérer que la société doit donc aimer, accompagner tous ces enfants, quoi. Que ce soit de l'âge donc de 10, 12 ans, 15 ans quand on rentre en carrière, en les prévenant que cette carrière peut être très courte,
pour de multiples raisons que l'on verra, la blessure, on ne signe pas un premier contrat, et qu'après la carrière, parce qu'il y aura une durabilité de la carrière qui va être donc à terme précis, eh bien, il faudra faire autre chose. Voilà pourquoi on est ici. Soucieux de l'avenir des sportifs et du footballeur en particulier, la Fédération gabonaise de football a répondu présent. Représenté ici par son secrétaire général Jean-Philippe Banzé, s'est dit satisfait du projet. La Fédération gabonaise de football accompagne l'association, d'abord par sa présence à ces conférences. Et la Fédération remercie l'Association nationale des football professionnels du Gabon pour avoir pris attache avec cette agence, Nouvelle Trajectoire, pour venir nous entretenir sur la reconversion des sportifs en activité et en fin de carrière. Parce que c'est une épine dans le pied de la Fédération gabonaise de football et du ministère des Sports, des anciens sportifs qui ont eu une carrière glorieuse, même les plus grands, qui aujourd'hui tirent le diable par la queue. Et ce qui n'est pas bien, dans d'autres pays, ces situations se règlent le plus facilement. Mais la présence de l'agence, du cabinet, va être un plus pour que nos anciens sportifs et ceux qui sont en activité puissent trouver le sourire. Cette initiative est donc à saluer et fait partie de l'une des missions de l'ANFPG qui a pour but de défendre les intérêts et les droits des footballeurs. 31 réalisations, c'est le total début inscrit cette saison 2016-2017 en championnat par le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, sociétaire de la Borussia Dortmund. Il dévance le Polonais Lewandowski d'un but. Ephraim Biogezo, presse internationale. Reportage. 3 fois d'affilée sous les d'or africains, trophée mis en jeu par le groupe Canal+, dans son programme des émissions télévisées destinées au vieux continent, dont l'émission Talent d'Afrique. Meilleur buteur de la Bundesliga avec 31 réalisations au cours de cette année 2017, il dévance le Bavarois Lewandowski d'un petit but d'écart, signe d'une progression constante du natif d'Iminvoul et capitaine des Panthères du Gabon. Depuis son arrivée au Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang cumule des performances, ce qui alimente des convoitises des plus grandes écuries européennes. Le Milan AC, Manchester City et le Paris Saint-Germain de France sont sur ses traces. Pour l'instant, le Gabonais a encore du temps à communier avec son public et son club qui lui offre suffisamment de temps de jeu. Comme l'a été le Polonais Lewandowski en 2016, au terme de la saison sportive, sacré meilleur buteur, le Gabonais, congratulé par ses partenaires, reçoit le Gaulier d'Or 2017 devant près de 100 000 spectateurs du stade d'Iduna Park. Durant la saison qui s'achève, l'homme a notamment abattu un travail de sape au sein de l'attaque des jaunes et noirs. Les défenses en ont souffert énormément. Son sacre n'est que mérité et ne souffre d'ailleurs d'aucune contestation. Comment appelle-t-on une personne qui a peur de l'altitude? C'est votre rubrique Expression libre. Les éléments de réponse au micro de Moscone Ngonba.
Une personne qui a peur de l'altitude est appelée acrophobe. C'est sur cette note d'expression libre que prend fin cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.